donc est candidat à la présidentielle et non pas à la primaire. Est-ce que c'est celui qui est capable de rassembler toute la gauche? Non, il ne rassemblera pas toute la gauche, mais il ne prétend pas rassembler toute la gauche, Jean-Luc Mélenchon, pour une raison très simple. Jean-Luc Mélenchon est dans la situation d'un homme qui, de son point de vue, a eu raison de dire, c'était des mots absolument terribles qu'il avait eu contre François Hollande pendant la campagne de 2012, vous vous rappelez, que le capitaine de pédalo, il n'y arriverait pas, c'était impossible, il y aurait de la trahison, forcément. Jean-Luc Mélenchon est un homme de gauche qui jadis, il y a longtemps, qui s'en souvient, était au Parti Socialiste et ministre de Lionel Jospin, qui a rompu avec le Parti Socialiste parce qu'il pensait que la social-démocratie, je prends ces termes, inéluctablement trahirait son idéal. Il regarde le quinquennat de François Hollande, il se dit, il a eu raison. Donc il n'a rien à faire, a priori, avec l'appareil rémanent, avec le pouvoir rémanent du Parti Socialiste. Donc il y va. Il y va pour les battre au premier tour. Quel est le problème de Jean-Luc Mélenchon? Il y en a deux. La dernière fois, en 2012, il était à la tête d'une alliance avec le Parti communiste qui se reconstituait, qui avait besoin de sa figure charismatique. Il était très populaire, hein, Jean-Luc Mélenchon, il y a 5 ans. C'était l'effet de mode, on se demandait s'il n'allait pas faire le 3e homme de la présidentielle. Puis après, c'était terminé de manière beaucoup plus compliquée. Mais à l'époque, le PC, ses forces militantes, son passé, avaient besoin de Mélenchon. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Il y va, mais tout seul. Pas sûr qu'il ait ses signatures pour être candidat à la présidentielle. Deuxième problème, et je me replace dans les mots de Jean-Luc Mélenchon et dans sa manière de voir les choses, est-ce que la social-démocratie, est-ce que le Parti Socialiste, une nouvelle fois, va ruser avec lui? Il y a 5 ans, la présence de Arnaud Montebourg, homme qui tenait un discours de gauche, très anti-mondialisation, comme lui, aux côtés de François Hollande, avait attiré des électeurs. Là, il y a Arnaud Montebourg qui se porte bien dans les sondages de la primaire des socialistes. Est-ce que ça peut diverger des gens? En gros, est-ce que la rue social-démocrate empêchera une nouvelle fois cet homme, en chemise blanche décidément, que nous allons entendre, d'y arriver? Voilà, on voit justement Jean-Luc Mélenchon qui arrive donc sous les applaudissements de ses militants. Jean-Luc Mélenchon qui va prononcer son premier discours de rentrée, discours très attendu. Et j'ai mis la veste la Goyavera, c'est la veste des Caraïbes françaises et espagnoles, bien sûr, hispanisantes. Bon, mes amis, je ne sais pas ce qui se passe ici. Vous lisez pas le journal de Bernard? Il paraît que je suis seul. Mais c'est toujours pareil, à la fin. Alors vous pouvez être 120 000 à me soutenir, vous pouvez être 1300 comités d'appui, tout ça, je suis seul. Moi, je vais vous dire une chose. Seul, je le suis comme chaque être humain devant sa conscience et devant son miroir. Et je n'ai pas peur d'être seul. Et même, je vais vous dire que des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais moi, ça m'est égal. Mais rappelez-vous de ça. Chaque fois que vous en entendez un dire que je suis seul, c'est vous qui le méprise. Parce que c'est vous qui êtes là. Et vous n'êtes pas mes groupies. Vous n'êtes pas mes supporters. Vous êtes des citoyennes et des citoyens conscients qui font un choix en confiant à quelqu'un le soin de porter leur parole et leur programme. Alors, puisque nous voici tous là, je vous dois des nouvelles de notre mouvement. Bon, déjà, j'ai quand même lu le journal d'Arnaud. Je fais comme toujours. Je parle de Bernard Arnault. Hein. N'allez pas vous tromper. Hein. Le maire. Eh bien, on dit merci patron, non? Voilà. Bon, je vois que tout le monde a vu le film de François Ruffin. Et honnêtement, le Bernard Arnault, il est pas malin. Parce qu'il s'est fait bien rouler par l'équipe de Ruffin. Mais là, il vient aussi de se faire rouler par son sondeur parce que le gars, il lui a dit, écoutez, pas de problème, vous êtes tranquille avec Mélenchon parce que 6 Français sur 10 n'ont pas une bonne opinion de lui. Alors, il est tout content. Il se dit, ah ben nous, les riches, on est tranquilles. Nous, les 9 milliardaires qui possédons 90% de la presse française, nous sommes tranquilles. Caramba, il y en a 40% qui me trouvent sympathique. Ils lui ont pas dit. Et là où ça s'aggrave, c'est qu'il y en a 58% à gauche qui ont une bonne opinion de moi et qui me préfèrent à François Hollande. Mais bon, ça, c'était pas le plus difficile pour cette fois-ci. Bon,
après ces plaisanteries, bon, quand même, c'est un meeting et c'est un pique-nique, donc on a le droit aussi de sourire, et il le faut, parce qu'on a passé un drôle d'été. Mais, mes amis, tout de suite, je veux vous donner les rendez-vous suivants. Après celui-ci, il y en aura d'autres, des rendez-vous médiatiques, des réunions publiques, des déambulations, que sais-je, toutes ces activités par lesquelles nous tâchons de capter l'attention de nos concitoyens pour apporter des éléments pour qu'ils réfléchissent, et avec le but qui est celui de notre campagne, qui n'est pas seulement, bien sûr, de recueillir des participations, de l'implication et des votes, pour finir, des votes raisonnés, des votes conscients, des votes éduqués. Notre but dans cette campagne, quel qu'en soit le résultat, et moi je pense qu'il peut être réellement hors du commun, est d'élever le niveau de compréhension de la masse de notre peuple, du fait qu'il peut s'élever en compréhension des problèmes et des solutions à faire avancer. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là pour hypnotiser les gens, les abrutir, les ahurir, les fasciner. Non, ouvrir les esprits. Notre premier rendez-vous collectif, c'est celui qui va se tenir avec la convention du programme qui aura lieu à la mi-octobre à Lille. C'est pourquoi aujourd'hui je n'évoquerai que quelques points du programme. Car le programme, je n'ai pas l'intention, et je n'ai jamais eu l'intention, moi, de le sortir de ma poche et de dire voici les pensées géniales auxquelles je suis parvenu. Il y en a quelques-unes qui sont de moi, en effet. Eh bien, j'ai pas que des défauts quand même. Bon, mais c'est un travail extrêmement collectif, et c'est pour ça qu'il a fallu commencer de loin. Nous avons commencé en mars. Nous avons posé sur la table un document. On ne fait pas, nous, des questionnaires à choix multiples. On a posé un document. C'est le programme L'Humain d'abord. Il a déjà fait 4 millions de voix. La dernière fois, nous ne sommes pas des animaux. Nous n'avons pas suivi un bon berger. Nous avons voté sur des propositions. Elles ont recueilli 4 millions de voix. Et vous savez bien que derrière ce programme, qui a été porté par tant de gens, il y a pas seulement une addition de mesures, il y a une vision du monde, une pensée sur notre époque et sur les grandes ruptures qu'il faut opérer si nous voulons sauver la civilisation humaine. Toutes ces questions que j'ai essayé d'évoquer et de traiter de la manière la plus simple qui soit, car ce n'est pas toujours facile pour un intellectuel de se rendre compréhensible, je vous le dis. Et c'est à l'intellectuel qu'il faut faire des reproches et pas au lecteur. Eh bien, ce document, qui s'appelle L'ère du peuple, vous permet, si vous voulez comprendre de quelle façon, pour ma part et avec beaucoup d'entre vous, je pense le futur éco-humaniste. Alors, le voici, vous l'avez en main. Mais vous avez le programme L'Humain d'abord. Nous avons recueilli plus de 2000 contributions. Puis, sous l'autorité de l'économiste Jacques Généreux et de la juriste Charlotte Girard, nous avons fait un ensemble d'auditions de gens qui sont dans leur branche considérés comme les plus compétents, ou bien souvent proches de nos idées, et parfois éloignés. Leur participation n'a pas voulu dire qu'ils adhéraient à notre projet politique, mais ils nous ont aidés à réfléchir. Ensuite, nous aurons des universités populaires qui vont populariser tous les aspects du programme, parce que c'est compliqué souvent à comprendre. Les gens qui parlent entre eux, on ne comprend rien à ce qu'ils disent, et on ne comprend pas comment ils pensent organiser l'économie, le rapport des êtres humains à la nature, comment ils pensent les questions essentielles et comment ils y répondent concrètement. Car naturellement, c'est de cela dont il est question. Il ne s'agit pas, parce que nous voulons être concrets, de rabaisser nos ambitions, mais le contraire, parce que nous voulons être concrets pour élever ce niveau d'ambition. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre ce que nous avons entrepris. Le début du programme, vous le connaissez. Il est en 7 points. Vous vous en souvenez parce que beaucoup d'entre vous ont fait la campagne précédente. Le premier d'entre tous, c'est de changer la règle du jeu politique, d'abolir la monarchie présidentielle. Mais pas, mes amis, pas l'abolir par un acte qui viendrait du nouvel élu. Alors je serai élu et puis je vous dirai voici ce que j'ai trouvé, comme l'avait fait le général de Gaulle avec Debray, voici un texte, c'est à prendre ou à laisser, oui ou non. Non, c'est au peuple lui-même de devenir l'acteur de son histoire en étant convoqué dans une assemblée constituante où c'est lui
qui décide de quelle manière il compte réorganiser la vie publique et collective. Le second point, c'est évidemment le partage des richesses. Et là aussi, nous devons être précis. Il faut dire qu'il y en a assez de ce grand transvasement qui s'est fait sous toutes les formes possibles des poches et de l'énergie du travail vers le capital. Presque 10 points de la richesse de la patrie a été de cette manière transférée des uns aux autres. C'est cela qui est à l'ordre du jour. Reprendre cette part qui revient au droit du travail et de ceux qui produisent et qui produiront les nouvelles richesses, car nous ne pourrons plus continuer à produire comme on produisait autrefois, ni avoir les mêmes appétits, ni les mêmes goûts, car nous allons tout détruire, la planète, si nous continuons comme ça. La planification écologique doit changer non seulement les process de production, mais également, réfléchissez-y bien en regardant ce que vous venez déjà de manger dans votre assiette pour le pique-nique, nos modes de consommation. Une bonne partie de la révolution citoyenne va commencer dans vos assiettes, parce qu'il va falloir changer la manière de consommer. Et c'est pourquoi ce sont des choses qu'il faut organiser avec précision. Mais nous, qui sommes le grand nombre et le peuple, nous savons que nous en sommes capables, parce que d'un bout à l'autre de la chaîne, que ce soit dans la production ou dans la consommation, c'est nous. La conscience politique est nécessaire aussi pour savoir bien manger. Mes amis, les autres tâches aussi sont compliquées. Il va falloir sortir des traités européens. Et il faut que vous en ayez la possibilité. Mais sortir des traités européens, c'est une formule qui ne dit pas tout. Nous sommes la France, nous sommes un très grand pays. On ne peut pas faire l'Europe sans nous. Dès lors, notre responsabilité n'est pas seulement de nous protéger nous-mêmes contre les traités européens, mais de le faire en accord et en harmonie avec les autres peuples d'Europe, ce qui est compliqué à organiser. Il ne suffit pas de venir, soit comme les partis de gouvernement, paraît-il, qui n'ont aucune espèce de programme autre que celui que la Commission européenne a écrit pour eux, qu'ils s'appellent socialistes ou qu'ils s'appellent républicains ou ce que vous voulez, leur programme c'est celui de la Commission européenne et ils ne feront pas un centimètre à côté. Mais si vous ne voulez pas de ça, on ne peut pas non plus vouloir de cette sortie des traités par le nationalisme, la xénophobie, la détestation des autres. Nous sommes le parti de la paix. Mais nous, les internationalistes, qui n'avons jamais accepté qu'une construction européenne puisse être autre chose qu'un instrument pour rapprocher les peuples. C'est nous les premiers dans l'histoire, derrière Victor Hugo et les autres, qui voulions cette Europe pour que cessent les guerres. Et celle que nous avons créée est en train de provoquer des guerres. On voit bien que c'est une tâche historique immense qui ne se laissera pas enfermer dans 2-3 slogans. Mais il y faut la volonté ferme d'avancer et de savoir de quel côté on veut aller. Ce qui change dans ma manière de voir par rapport à bien d'autres, y compris dans notre famille, c'est que je considère que la nation est un point d'appui pour culbuter les obstacles qui se présentent en face de nous. Parce que nous ne sommes pas une nation fondée sur l'ethnie, sur la race ou que sais-je encore, la religion, mais sur un pacte politique que nous pouvons partager avec la terre entière. Liberté, égalité, fraternité, c'est comme la pénicilline, c'est valable pour tout le monde et pas seulement pour ceux qui l'ont inventée. Cette sortie des traités européens nécessite que vous reconquériez en vous-même une confiance du fait que ce pays vous appartient tous autant que vous êtes, quelle que soit votre religion, que vous soyez homme ou femme, dès lors que vous acceptez d'être le parti humaniste, celui qui ouvre les mains, qui ouvre les bras aux autres et non pas qui se complaît dans la haine, le rejet, la suspicion. Bref, vous m'avez compris. Donc pour ça, il faut que vous récupériez l'idée de la France qui correspond à celle que vos pères et vos mères ont défendue parfois les armes à la main. Et dans ces conditions, je suis le candidat d'un nouvel indépendantisme français dont l'objectif est la paix et le refus de la soumission à l'OTAN, aux États-Unis d'Amérique ou à quelque coalition de cette nature. Voilà. Maintenant que tout ça est posé,
Alors il nous faut reconquérir cette partie de notre programme qui est la plus importante. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains, tous, vus de loin dans l'espace. On ne nous voit pas, on voit juste notre unique écosystème. Mais nous sommes des êtres humains. Par conséquent, ce que nous avons à faire comme clé, comme solution aux problèmes que nous rencontrons, ce n'est ni de la technique, ni des petits calculs, c'est de nous élever nous-mêmes, d'avoir une politique de progrès humain, c'est-à-dire faire du sport quand on peut, s'éduquer, tout le monde le peut, apprendre la culture, la science, les arts, c'est cela qu'une politique doit développer. Nous ne pouvons pas avoir pour unique objectif dans la vie, quel que soit notre poste de travail, que nous soyons dans un théâtre, dans une télévision publique, dans une école, dans un lycée. Quel est votre programme? On vous dira, il faut faire des économies. Mais ce n'est pas une ligne, faire des économies. Si vous voulez faire des économies, arrêtez toutes les dépenses et essayez de vivre sans les écoles, essayez de vivre sans les hôpitaux, essayez de vivre sans la lumière, essayez de vivre sans l'eau, essayez de vivre sans la santé, essayez de vivre sans musique, sans poésie. On ne le peut pas. C'est nous, le parti des gens raisonnables. C'est eux qui ne savent plus où ils vont. Et puis, il y a les nouvelles frontières de l'humanité. Vous autres, vous avez de la chance. Parce que la patrie républicaine des Français, grâce au combat du passé, a élevé le niveau d'éducation de notre peuple, n'en déplaise à ceux qui crachent sur l'école sans arrêt pour mieux la disqualifier. Le niveau s'est élevé considérablement. Imaginez-vous ce que c'est que de diriger un gouvernement dans tel ou tel pays où vous pouvez faire le plan que vous voulez, il n'y a personne pour le mettre en œuvre. Il n'y a pas les gens qui ont l'éducation, le niveau, la compétition, la capacité, les compétences, la qualification pour faire les choses comme le sont les techniciens, les ouvriers hautement qualifiés du peuple français. Nous pouvons tout faire. Ce que nous décidons, il existe des gens pour le faire dans ce pays. Et il y en a des milliers qui regorgent d'idées et qui se morfondent de tenir les murs au lieu de faire avancer tout ce qui nous ferait tous progresser en même temps. Voilà la vérité profonde de notre peuple. Alors, nous autres, nous allons appeler tout le monde à venir à la rescousse pour se porter aux frontières, les nouvelles frontières de l'humanité. Eh bien, c'est-à-dire la maîtrise des mers et des océans, espaces immenses, mais aussi la maîtrise de l'espace, la maîtrise des mondes virtuels qui se présentent devant nous et qui sont une opportunité extraordinaire aussi de développement de l'esprit. Bien sûr, tout progrès n'est pas bon par lui-même, mais le progrès en tant que tel ne peut pas être condamné dès lors que c'est un progrès humain et que c'est un progrès basé sur la raison et la réflexion et l'amour, la compréhension de la nécessité pour les autres. Vous voyez? Mais de quoi il parle? Et le burkini? Merci. Bon, alors je vous ai dit, rendez-vous, la convention programme, parce que pour nous, c'est décisif. Une fois qu'on aura le texte, qu'on l'aura adopté, on va faire une convention qui sera une assemblée représentative du mouvement que nous sommes en train de créer, qui est très divers, qui est très nouveau. Hein. N'en parlez pas trop, parce que sinon, ils vont s'en rendre compte et ils vont venir nous casser les pieds et créer des histoires. Tout va bien. Ça se développe, ça se répand, les camarades font bien le travail. Bon, ce sera une assemblée représentative, et on va pas trop s'encombrer de formalisme. On va tirer au sort des gens pour en être membres, du moment qu'il y ait autant d'hommes que de femmes, évidemment. Ensuite, nous allons y réunir des syndicalistes, des lanceurs d'alerte qui accepteraient d'être dans cette assemblée représentative, des militants politiques, parce qu'attention, moi j'ai dit qu'on était hors cadre de parti, mais j'ai pas dit que j'étais contre les partis, moi. J'ai jamais dit ça. J'ai beaucoup de critiques à faire, mais moi j'ai été membre d'un parti toute ma vie. Je sais que tout ça doit... On n'est pas contre les partis, on est hors cadre de parti. Nous créons un mouvement, c'est autre chose qu'un parti. Et nous ne demandons à personne de prendre de carte. Et nous ne demandons à personne, d'abord nous demandons à personne d'être mélenchoniste, parce que moi je ne le suis pas. Eh bien non, moi je suis écolo, je suis républicain, et pas mal socialiste, au sens du socialisme, hein, pas le machin de la fabrique, là. Non, allez, n'applaudissez pas ça, parce que comme ils vont commencer la tournée d'adieu à Colomiers dès demain, bon... derrière le corbillard, le silence. Hein? C'est normal. Bon, n'empêche qu'on doit quand même
quand on fait notre travail, c'est compliqué. Hein. D'abord, on s'est tapé 3 mois pendant lesquels des gens se sont agités pour la primaire de toute la gauche, personne ne comprenait rien. Moi, j'ai vite compris. Hein. La primaire de toute la gauche, il n'en est pas question. Parce que qui c'est qu'est de gauche, on ne me l'a pas encore dit. Ou plus exactement, quand on me le dit, je ne suis pas d'accord. Bon. Alors, ils se sont disputés entre eux, et à la fin, comme prévu, il ne s'est rien passé. Ils ont perdu 4 mois, pas nous. Nous, on a travaillé pendant ce temps-là. Intellectuellement, matériellement et de manière militante. À quoi faire? À convaincre d'autres gens qu'il est possible d'y arriver. Parce que notre pire ennemi, c'est la résignation. Et c'est le doute sur le fait qu'on ne peut pas faire autrement. Vous le savez comme moi. On a bien travaillé. Alors, maintenant, nouveau sketch. On nous dit « Ah, mais il y a plein de candidats à gauche. » Ben, peut-être. Mais de quoi vous parlez? Il y a plein de candidats à la primaire, qui n'est pas celle de la gauche, mais du Parti socialiste. Pourquoi je dis c'est pas de la gauche? D'abord parce qu'ils ne sont pas de gauche, mais deuxièmement, parce que c'est pas juste. Les Verts aussi, ils font une primaire entre eux. Non, ça va être passionnant, ça aussi. Bon, eh ben, mais ça fait 2 primaires de la gauche. Et dans chaque primaire, il y a beaucoup de candidats. Et voilà qu'il écrit, il y en a trop. Ben, faites une primaire pour savoir qui peut aller à la primaire. Nous, pendant ce temps... Non, mais j'ai le droit quand même de plaisanter. Hein? Quand je vois la confusion qui est volontairement entretenue. Et pourquoi nous n'y allons pas à la primaire? Je vais vous le dire. Parce que nous sommes des gens loyaux, honnêtes, et que nous respectons nos propres actes. Nous ne sommes pas des consommateurs de politique qui passent d'un rayon à l'autre, suivant leur humeur. Si nous n'allons pas à la primaire, c'est parce que nous ne sommes pas d'accord pour en respecter le résultat s'il ne nous convient pas. C'est parce que si Hollande ou Valls la gagnent, jamais nous ne ferons campagne pour eux. Et je n'en nomme que 2. Et je n'en nomme que 2 pour ne pas créer d'embarras et, si possible, essayer de compromettre tous les autres parce que ça crée de l'ambiance entre eux. Mes amis, c'est par loyauté que nous n'allons pas. Je ne vais pas être candidat dans une élection dont je ne respecterai pas le résultat. Mais à la présidentielle, oui, je suis candidat. Et j'y serai jusqu'au bout. Mais, écoutez, vous savez comme moi, la conséquence, c'est que nous respecterons le résultat du vote du peuple français. Et nous n'avons jamais cessé de le faire. Même quand ceux qui gagnent ne nous conviennent pas, quand nous n'aimons pas les lois qui sont votées, nous nous y soumettons, parce que nous sommes des républicains. Donc nous prenons au sérieux nos actes, nous prenons au sérieux nos engagements. Et je vous dis, non seulement ceux qui sont candidats doivent avoir l'honnêteté de dire qu'ils en respecteront le résultat, c'est ce qu'a fait par exemple Arnaud Montebourg, et je pense que ça contribue à la clarification, il en respectera le résultat, mais vous autres, c'est pareil. Respectez votre propre dignité. Si vous votez là-dedans, alors vous devrez respecter le résultat. Et naturellement, vous n'irez pas voter là-dedans. Vous vous battrez en expliquant pourquoi tout ça est une mystification. Et si vous ne l'avez pas bien compris, je vous recommande ce livre qu'a écrit mon porte-parole, qui s'appelle Alexis Corbière, et qui vous explique très bien ce que c'est que le piège des primaires. Alors, si vous avez un doute, je vous donne un rendez-vous, comme ça vous allez bien comprendre que je suis candidat. Et vous avez le temps pour vous préparer, parce que vous allez comprendre que c'est un beau défi. Donc, je vous donne rendez-vous le 18 mars prochain à la Bastille. Bon. Je parle, et j'allais oublier de dire merci. D'abord à vous tous qui avez fait le déplacement, parce que je sais que certains sont venus des alentours, et même d'un peu plus loin. Et puis, ouais, les camarades, il y a des amis qui n'ont pas pu venir, qui auraient pu venir, mais ça représentait soit une dépense trop grande pour eux, et j'en ai le cœur brisé, soit quelque inconvénient, ou difficulté de santé ou de famille. Et je veux qu'ils sachent que l'on pense à eux, et qu'à cet instant, nous nous sentons forts de toute leur présence. Évidemment, je dis merci aux bénévoles et aux professionnels qui ont permis que toute cette belle assemblée puisse se tenir aujourd'hui devant nous. Et puis j'ai encore un remerciement qui va un peu vous surprendre. Je vais aussi remercier la municipalité de Toulouse. Attendez, ça c'est la République. Il n'est pas de notre bord et je ne suis pas de son bord et je ne suis pas prêt à lui faire des fleurs, ni lui non plus. Mais nous vivons en commun dans une démocratie que nous essayons de faire vivre.
Et la démocratie aussi, ça passe par le respect de ses adversaires. Moi, j'aurais aimé que d'autres, dans le passé, nous traitent aussi bien que nous avons été traités à l'occasion de ce rassemblement. Et mes amis, j'ai besoin que chacun y réfléchisse. La République ne vit pas sans républicains. Et vous savez que cette 5e République a inventé un mécanisme parmi d'autres pour aggraver son caractère monarchique. C'est que comme n'importe qui risquait de s'y présenter, paraît-il, le général de Gaulle fut contrarié de voir au premier tour de l'élection de 1965 Marcel Barbu, un entrepreneur, qui pleurait à la télévision. On en a donc déduit qu'il fallait empêcher les candidatures fantaisistes et on a inventé un filtre qui consiste à donner le pouvoir à des grands élus, parce que les autres apprennent au passage qu'ils sont des petits élus, des grands élus de parrainer les candidats. C'est un système absolument inique qui a été mis en place pour empêcher les candidatures folkloriques. J'attends de voir lequel vient me dire que je suis une candidature folklorique. Parce que je me présente devant vous, fort de votre estime, avec vous et des 4 millions de personnes qui ont voté avec nous en 2012. Et je trouve absolument injuste, brutal et violent que l'on nous conteste le droit d'avoir notre candidature dans la prochaine élection. Et je dénonce les appareils politiques qui verrouillent par la peur et les intimidations sur les petits élus, ceux qui veulent signer pour nous. Les 200 parrainages, la marche reste haute, mes amis. Je ne veux pas vous le cacher. Nous ne ferons pas les fiers à bras. Je ne vous raconte pas des histoires. C'est difficile. Et c'est de l'énergie militante, c'est du temps. Ce qui ne me fera jamais oublier ceux qui aujourd'hui, à l'heure où ils devraient être à nos côtés dans la fraternité, nous disputent leur soutien, alors que nous en aurions tant besoin. Mes amis, quand vous n'avez pas les parrainages, les banques ne vous prêtent pas. Et si vous n'avez pas l'argent, comme c'est difficile de mener une campagne de cette ampleur, il ne faut pas raconter d'histoire. La démocratie coûte de plus en plus cher dans ce pays. Vous allez pour aller faire du porte-à-porte, il y a des codes, vous ne pouvez pas entrer. Vous voulez distribuer des tracts, c'est à la grande surface, vous n'avez pas le droit d'entrer. Vous voulez faire un meeting sur une place, alors on vous la fait payer et on vous dit, en plus c'est l'état d'urgence. L'état d'urgence. Alors il faut fouiller les gens qui rentrent. Écoutez-moi, vous allez voir ce qui vous en a coûté. Il faut fouiller les gens qui rentrent. On dit on va le faire, non pas vous, une entreprise spécialisée. Et une fois qu'ils sont dedans, il faut qu'ils y restent. Il faut mettre 2 fois des barrières. Total de l'état d'urgence, 30 000 € de plus pour le meeting de Stalingrad. Les campagnes sont de plus en plus réservées à ceux qui arrivent à collecter des moyens financiers considérables à la condition qu'ils soient remboursés ensuite dans le plafond des remboursements. Nous avons cette étape à franchir. Pas le nombre de parrainages, pas d'argent. Eh bien, de l'argent, nous en trouverons le nôtre. Plus ce sera le nôtre, moins les banquiers auront prise sur nous. Nous continuerons à être libres du premier au dernier jour. Personne ne nous tirera des ficelles dans le dos. Voilà pourquoi, premièrement, je vous demande d'aller voir vos maires et ceux qui peuvent signer. Et deuxièmement, si vous le pouvez, souscrivez, je vous prie, s'il vous plaît, à la participation que nous appelons individuelle avec des versements mensuels, fût-ce à 1 €, mais qui nous permettent de faire face. Mes amis, bon, réfléchissez à ce que ce serait sinon. C'est pas un jeu tout ça. C'est pas un PMU. C'est pas une petite cavalcade entre gens bien nés. Vous imaginez une élection présidentielle où vous ne pouvez pas aller mettre un bulletin de vote où vous dites « Ah bah, la 5e République, vive la 6e décidée par le peuple », parce que si je n'y suis pas, il n'y en a pas un seul qui veut abroger la 5e République et donner le pouvoir au peuple de décider ce que sera la 6e. Pas un. Pas un, même parmi ceux qui évoquent la 6e République. Oui ou non à une assemblée constituante. Ici, c'est oui. Et si vous voulez voter, il faut que vous ayez votre candidat pour ça. Vous imaginez une campagne, vous savez ce que c'est cette campagne. Vous allez désigner un président qui va ensuite aller négocier le prochain traité européen. Parce qu'en 2017, vous avez un traité européen qui se prépare. Parce qu'en 2017, on va voter sur la question du TAFTA, l'accord de libre-échange avec les États-Unis d'Amérique. Eh bien, si je n'y suis pas, qui est-ce qui va porter la voix à la nôtre, comme je vous le disais tout à l'heure, de l'internationalisme, de la fraternité des peuples, contre ce monde de marchands qui veut tout transformer en argent. L'argent, les privilèges de l'argent, qui sont la cause de tous nos maux. Ah là là, que Toulouse est belle. Hier, on s'est promené
Bon, c'était à l'heure de la lumière éclatante. Ça fracassait sur les murs et ça ruisselait. Et puis, après, quand le soir tombe, je ne sais pas comment c'est possible, cette chose. La lumière va et elle est rasante sur les murs. Et elle crée une espèce d'ambiance de volupté dans la lumière. Vous savez ce que je suis en train de décrire, hein? Et elle donne un appétit de vivre qui est extraordinaire. Comme ce monde pourrait être beau, non? Pourquoi on se le pourrit comme ça? Pourquoi on se le pourrit comme ça? Pourquoi on se le pourrit comme ça? Quel été on a passé? D'abord l'été des assassins. Alors tous les autres, ils ont tourné la page. Pas nous. La blessure, elle est encore en nous. Moi, je continue à consoler des plus jeunes qui ont encore peur à cette heure et qui sont encore meurtris, même s'ils n'ont pas de famille qui a été blessée dans cette affaire ou assassinée. Non, ne tournez pas la page comme ça. Ne passez pas d'un sujet à l'autre, que ce soit ces pauvres gens qui sont morts à Nice, ou ce pauvre curé dans son église, avec ses croyants, qui n'embêtaient personne, qui ne faisaient rien d'autre que de se dire des choses qui leur conviennent et qui aident à vivre. Non, ces morts, il ne faut pas les oublier. Mais il faut les respecter. C'est une honte qu'on ait trié entre eux pour montrer du doigt ceux qui étaient musulmans. C'est une honte qu'on ait osé récupérer de cette façon l'ambiance abominable des lendemains de meurtre pour le transformer dans cette farce sans nom du Burkini, qui est une honte pour notre pays et pour nous-mêmes. Alors, ils sont tellement bêtes qu'ils ont même réussi à rendre solidaires jusqu'à des féministes qui désapprouvent absolument toutes ces tenues, jusqu'à des militants qui n'auraient jamais pensé un seul jour qu'ils défendraient une tenue religieuse. Ils ont réussi à les rendre solidaires, tellement leur bêtise est grande, leur violence est insupportable. Et comment ce spectacle était incroyable de voir cette femme obligée de se déshabiller entre 4 gardiens des bonnes mœurs, vue par ces messieurs les petits tyrannos des plages. Ah là 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 là. Écoutez, tout l'été le Burkini. Et là encore maintenant, pour terminer, le Conseil d'État a pris une décision. Eh ben moi, je suis content qu'il ait pris cette décision. Ça va, ya basta. C'est pas la peine d'aller remettre. Pourquoi je suis content? Pas parce que j'approuve telle ou telle tenue de bain, vous connaissez mes convictions dans le domaine. Et c'est pas que les miennes. Comme moi, des milliers, des millions de gens, non seulement ceux à qui on dit sans arrêt il faut respecter toutes les religions, bien sûr que nous les respectons. Quand y avons-nous à tenter un seul d'entre nous? Mais nous sommes le grand nombre, nous avons le droit d'être des indifférents à la religion, ou bien d'être athées, ou bien d'être agnostiques, ou bien d'être croyants en silence, devant sa conscience. Alors respectez-nous, nous aussi. Respectez notre droit à l'indifférence. Respectez notre droit au silence. Je dis non seulement nous, mais aussi les croyants qui sont comme nous, quelle que soit leur religion, qui n'éprouvent aucun besoin d'afficher pour quelles raisons ils croient en Dieu et de quelle manière ils le font. C'est leur affaire. La République garantit avant toute chose, et avant même la laïcité qui n'en est qu'un moyen d'exécution qui n'a rien à voir avec les plages, avant même la laïcité, il y a une vertu fondamentale, celle que nous tirons de notre histoire, c'est la liberté de conscience. C'est la liberté de conscience qui nous institue comme êtres humains. Repousser les dominations qui pèsent sur notre esprit, que ce soit celles que l'on essaye de nous imposer par l'arrangement social ou par les préjugés religieux ou autres, sexistes. La liberté de conscience est celle qui nous permet, quand on dit « je », de savoir de quoi on parle et d'où on parle. Pas seulement en tant que prolongateur de la tradition, pas seulement en tant que reproducteur des anciennes croyances, mais en tant que producteur du futur, inventeur de notre propre vie, maître de nous-mêmes. Voilà ce que veut dire la liberté de conscience. Et d'où croyez-vous qu'elle soit venue dans notre pays? Bien sûr, de ceux qui y avaient réfléchi. Et depuis le XVIe siècle, quand commence ce qu'on appelle le mouvement des libertins, qui n'avait rien à voir avec les mœurs,
quelques-uns, oui. Mais les autres, surtout, avaient bien compris, suivant la formule indépassable, que tout pouvoir politique qui se réclamait d'une religion est une imposture. C'est du XVIe siècle, ça. Et déjà, vous devez vous souvenir que Montaigne est la Boétie, mais là, c'est la Boétie qui n'est pas si éloignée de nous, là-bas à Bordeaux, écrit le livre de la servitude volontaire et décrit les mécanismes par lesquels nous consentons à l'ordre injuste et nous montre comment nous pouvons les briser par notre propre réflexion, et seulement par cela. Alors c'est une vieille histoire que celle des idées et de l'idée de la liberté, et c'est nous qui en sommes les dépositaires. Cramponnez-vous les gens, n'abandonnez pas ce difficile chemin de crête que nous avons à tenir. Garantir la liberté de conscience, dès qu'il s'agit de la foi et de la religion, ça devient très compliqué. On ne manie pas ça à coups de fouet, ni à coups de pied. Il faut convaincre, il faut parler, il faut se comprendre, il faut que la force de la tolérance, de la compréhension, de l'ouverture d'esprit l'emporte sur tous les enfermements. C'est une victoire de l'esprit contre l'ombre, de la lumière contre la nuit. C'est un travail délicat que ces brutes ont transformé à coups d'arrêté local en une bataille de sauvages qui blesse et qui humilie. Mais ce n'est pas ça, défendre la liberté de conscience. Ça n'est pas humilier les autres. Alors, écoutez-moi, nous sommes le parti des gentils, nous sommes le parti des pacifiques, nous sommes le parti des humanistes. Voici ce que nous avons à dire à ceux qui prétendent recommencer les guerres de religion. Oui, je dis recommencer des guerres de religion, ils savent ce qu'ils font. Il y a un arrêté du Conseil d'État, il y en a qui prétendent ne pas l'appliquer, alors ils ne se soumettent plus à la loi, ceux-là, c'est fanatique. Comment peuvent-ils alors aux autres, reprocher aux autres de ne pas le faire? Il y aurait donc une loi à géométrie variable. Tout le monde doit se soumettre à la loi, même quand on ne l'accepte pas et même quand on la combat. Parce que s'il n'y a plus la loi, alors c'est la liberté du plus fort contre le plus faible qui l'emporte. Il faut se soumettre à la loi pour la combattre. Mais il faut la respecter. Alors c'est pas tout, maintenant il paraît qu'ils veulent légiférer. Ah oui, vous voulez légiférer sur les habits maintenant, voilà. On peut comprendre, bien sûr, dans certains cas, il a fallu le faire. Mais enfin, où va-t-on? Vous allez faire une police du vêtement qui va aller dans les rues, mesurer la hauteur des jupes, si les chaussettes sont sur le jean ou sous le jean. Et puis ensuite, comme vous avez l'air très préoccupé de poils, je ne sais pas pourquoi, vous irez mesurant les barbes pour savoir qui est un hipster et qui est un fondamentaliste. Comment vous allez faire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est insupportable. Ah, mais si vous voulez vous entraîner un peu à la police des mœurs et des vêtements, eh bien allez en Iran, parce qu'ils le font. Mais c'est pas ça qu'on voulait, non? C'est le contraire qu'on veut. On y arrivera par notre chemin. Et maintenant, je vais vous dire ce que je pense d'eux, vraiment. Oui? Ce sont des tartuffes. Des hypocrites. Des hypocrites. Ils défendent les droits de l'homme, mais quand M. Sarkozy a été rencontrer le roi Salman là-bas, le roi d'Arabie Saoudite au Maroc, il lui a dit, dites monsieur les droits de l'homme, vous allez arrêter de fouetter à mort ce type qui a écrit un blog qui ne vous plaisait pas? Non, il n'a pas demandé, d'ailleurs personne ne lui a demandé à lui s'il l'avait demandé. Et quand M. Hollande a privatisé un bout de la plage pour la donner au roi d'Arabie Saoudite, il lui a dit, dites donc, il ne faudra pas y aller en burkini, hein? Non, bien sûr que non. Hypocrite, hypocrite. Ils défendent les femmes. Quand le gouvernement français a-t-il dit au gouvernement israélien que nous ne supportons pas qu'un ministre là-bas refuse de serrer la main d'un des nôtres parce que c'est une femme? Quand est-ce que la protestation a été émise? Jamais. Vous défendez les droits des femmes qui, par leur déguisement, ne doivent pas être humiliées. Oui, oui, c'est vrai. Mais alors pourquoi François Hollande, votre conseillère, s'est-elle présentée devant le pape avec un petit grillage que l'on appelle une mantille pour être correcte et aimable et que ça passe très bien? Pourquoi l'a-t-elle fait? Parce qu'autrefois c'était obligatoire et qu'aujourd'hui c'est devenu un usage recommandé. Hypocrite!
Vous prétendez mettre l'État à distance de la religion, mais tous les deux, Sarkozy et Hollande, vous avez accepté d'être chanoine de Latran, c'est-à-dire curé d'honneur du pape, au nom de la République française. Hypocrite! Vous êtes là à vouloir séparer les religions de l'État, mais est-ce que vous n'avez pas signé les traités européens, et notamment la Déclaration des droits fondamentaux à l'Europe, qui affirme que la pratique du rite en public est une liberté fondamentale? Vous l'avez signé, et pourquoi alors est-ce que cette liberté fondamentale, ça ne marcherait que pour votre religion? Ah oui, hypocrite! Hypocrite! Avec votre drapeau européen où vous faites tous comme s'il y a 12 étoiles parce qu'il y aurait eu 12 États, c'est pas vrai. Quand on l'a adopté, il y avait que 6 pays. Le drapeau, du point de vue de celui qui l'a dessiné, ce sont les 12 étoiles de la Vierge Marie. Et vous mettez ça dans toutes vos mairies et aux bâtiments, tous les bâtiments publics de la République française, une et indivisible, qui est une république laïque. Vous êtes des hypocrites. Nous ne sommes pas dupes. Nous sommes le parti des gens qui refusent de se faire embrigader par les fanatiques. Alors si aujourd'hui les fanatiques en ont après les musulmans, nous vous disons que nous n'avons pas envie de nous fâcher avec les musulmans parce que les musulmans sont les Français qui croient à une religion et d'autres ont d'autres religions et nous voulons vivre ensemble. Hypocrite! Quand il y a eu le Paris-Plage, qui, à part Daniel Simonet du parti de gauche, a dit que les ciments Lafargue étaient les sponsors de ce Paris-Plage et que ces ciments Lafargue, groupe mondial numéro 1 du ciment, ont traité avec Daesh pendant toute la période où il se trouvait en Syrie, et c'est le journal Le Monde qui nous l'a annoncé, et non pas je ne sais quelle officine. Voilà. Voilà la honte. Hypocrite. Quand le pape... Attention, celui-là, il est plutôt avec nous. Quand le pape est venu au Parlement de Strasbourg, où étaient tous ces grands laïcs, je vous prie? Comment se fait-il que j'ai été le seul parlementaire français à dire au pape « Vous êtes le bienvenu à la cathédrale de Strasbourg et les Français sont contents de vous voir, et notamment vos fidèles. Mais vous n'avez rien à faire dans une enceinte parlementaire car ce n'est pas le lieu d'un prêche. » Je l'ai dit avec tout le respect dont est capable un homme comme moi, dont les parents sont morts dans la foi chrétienne. Je le dis avec respect en pensant à quelqu'un qui avait eu des paroles, pour une fois, tellement proches de nous, qu'on a même fini nous-mêmes par se dire « Tiens, pour une fois, ils ont élu un chrétien. » Oui, mais j'étais seul. Alors demain, quand il faudra s'opposer à la présence d'un autre religieux, eh bien moi, j'aurai pour moi la continuité et la fidélité à la parole que je vous donne. Maintenant, voici ce que moi je ferai en votre nom. Si vous m'élisez, premièrement, il n'y aura aucun financement public d'une quelconque manière du moindre édifice religieux à construire. J'ai réfléchi. Le philosophe Henri Peña-Ruiz m'a complètement convaincu. C'est une vision abominable du rapport à la religion que de se dire qui paye commande. Et ce n'est pas à l'État, moyennant ses subsides, de dire à quoi l'on doit croire ou ne pas croire et comment il faut se vêtir ou non. Pas de financement public des cultes. Abrogation du concordat en Alsace-Moselle et des régimes spéciaux outre-mer. Je refuserai d'être chanoine de Latran. J'interdirai aux hauts fonctionnaires, préfets et membres de toutes les administrations de la République, ainsi qu'à tous les ministres, de participer sous une forme ou sous une autre à quelque exercice religieux que ce soit.
sauf pour les enterrements, si telle est la volonté, la dernière du défunt. Et je refuserai que notre gouvernement rencontre d'État à État ceux qui obligeraient les ministres femmes de nos gouvernements à s'accoutrer d'une manière contraire à la dignité républicaine. Vous savez, les amis, on a eu chaud, hein, parce qu'on a eu chaud de toutes les manières possibles, mais quand même, les provocations ont été loin cet été. Hein. C'est facile de déclencher des guerres de religion, c'est très difficile de les arrêter. Nous autres, les Français, nous le savons. Je dis nous autres, mes ancêtres n'y étaient pas. Mais je m'approprie cette histoire et c'est pour ça que je l'ai en commun avec vous. Mais 3 siècles de guerre de religion. Et ici, ils en savent quelque chose, hein, à Toulouse. En l'an 1000, ils applaudissaient le pape Urbain qui rentrait pour leur prêcher la première croisade. Bravo, vive la croisade! 2 siècles après, la croisade, c'était chez eux. Et c'était Simon de Montfort et les autres qui venaient écrabouiller le catharisme avec une logique qui était assez simple, exprimée par... c'est l'évêque de Béziers. Oui, l'évêque de Béziers. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Comme ça, c'était simple. Hein. Et c'est ici que vous avez eu Marat, abominable assassin, qui tue de pauvres enfants sans défense, uniquement parce qu'ils détestaient leur religion. Mais avant cela, dans le passé, Vanini, martyrisé, ici. Et Calas, vous en avez tous entendu parler parce que vous avez lu Voltaire. Ah ben non. Voilà, mes amis, on a connu ça tant de temps. On ne veut pas y retourner. On ne veut pas y retourner. On ne veut pas de ça. Parce qu'on a vaincu. Parce que la République a fini par mettre un terme à toutes ces horreurs, à ces dogmatismes concurrents, car chaque religion est un blasphème pour l'autre, pour le cas où vous ne le sauriez pas. Seule la République permet qu'ils n'en viennent pas aux mains. Toujours vrai. Qu'est-ce qu'on va dire à nos gosses? Ils rentrent à l'école la semaine prochaine. On va leur dire qu'on a besoin qu'ils apprennent. On a besoin qu'ils apprennent parce que c'est eux qui vont pousser tout ça un peu plus loin. Bon, ben ça ne se présente pas si bien que ça, hein, soit dit par parenthèse, parce que Sarkozy, le revoilà, il supprime 80 000 postes. Hollande, comme d'habitude, raconte n'importe quoi, dit qu'il va en recréer 60 000. C'est pas vrai, il en a fait à peine 20 000. Total, il en manque 60 000. Et ils osent présenter ça comme un progrès. C'est un problème pour l'encadrement de nos enfants. On ne peut pas bien éduquer si les effectifs sont trop nombreux. On ne peut pas perdre des milliers d'heures d'enseignement comme on a perdu l'année dernière parce qu'il manquait 22 000 postes de professeurs remplaçants. Et ne vous laissez pas berner les gens. Ils vous mettent dans le même paquet les stagiaires, les gens qui sont là la moitié du temps en classe et pas l'autre moitié. Ils les comptent avec les postes qui ont été créés. Et puis, il y a la question de la gratuité. C'est très important. Il faut que tous nos enfants puissent aller à l'école. Il faut que tous puissent y aller. Et pour ça, il faut qu'elle soit gratuite. Vous ne pouvez pas accepter que dorénavant, ici ou là, le transport scolaire n'est plus gratuit. Et les activités périscolaires pour 40% des Français ne sont plus gratuites alors qu'elles l'étaient autrefois. Ce n'est pas acceptable. Et le pire de tout, c'est qu'on ait supprimé ici ou là les moyens que l'on avait mis au service des plus démunis pour que les enfants puissent aller à la cantine scolaire. Parce que si vous ne le savez pas, il y a des enfants dont c'est l'unique repas de la journée. Je crie en votre nom notre révolte. Il faut qu'on puisse dire à nos enfants, ah les petits, bien sûr vous pouvez regarder l'espace depuis la Terre, mais vous pourriez avoir une perspective trompeuse. Vous pourriez croire que le globe qu'on vous a offert c'est le vrai, avec le nord en haut qui domine et le sud en bas qui est dominé. Mais non, dans l'espace, nous savons depuis Giordano Bruno qu'il n'y a pas de centre, par conséquent aucune position particulière n'existe. S'il y en a une, tous les êtres humains, où qu'ils soient, voient le soleil se lever à l'est. C'est le seul point fixe de l'univers. Et que voit-on alors? On voit qu'il n'y a qu'un seul écosystème, et que nous sommes donc tous les passagers du même vaisseau en péril, où nous avons mis le pire des capitaines qui soit, au poste de pilotage, l'argent. Voilà notre situation réelle aujourd'hui. Et alors, voilà le résultat.
On va parler pendant 2 mois du Burkini, et le comble du ridicule que c'est au moment que c'est l'été le plus chaud sans que personne se demande pourquoi. Le changement climatique a commencé et vous allez apprendre de moi quelque chose que vous ne savez pas. C'est qu'il fait plus chaud en France qu'ailleurs et que c'est déjà depuis un bon moment, si l'on en croit l'Observatoire national des effets du réchauffement climatique, la France se réchauffe 50% plus vite que le reste du monde, du fait de sa position singulière au bout du continent. Et c'est plus 4 degrés dans la vallée du Rhône. Est-ce que vous ne croyez pas que ça valait mieux la peine de discuter de ça que du reste? Est-ce que nous ne savons pas que pour la première fois, l'entrée en dette écologique a été le 8 août, mes amis, et que la première fois qu'on a mesuré ça, c'était le 23 septembre. Ça veut dire que la dette se creuse, et celle-là, on ne la rembourse pas comme ça, le moment à partir duquel la planète n'est pas capable de reconstituer tout ce que nous lui prenons. Parce que les dettes d'argent, c'est rien, on tire un trait, ça n'existe plus. Mais la dette écologique, c'est pas en tirant un trait qu'elle cesse d'exister. Il faut donc passer à la planification écologique d'urgence. D'urgence. Vous le connaissez. Il est en 7 points. Vous vous en souvenez parce que beaucoup d'entre vous ont fait la campagne précédente. Le premier d'entre tous, c'est de changer la règle du jeu politique, d'abolir la monarchie présidentielle. Mais pas, mes amis, pas l'abolir par un acte qui viendrait du nouvel élu. Alors je serai élu et puis je vous dirai, voici ce que j'ai trouvé, comme l'avait fait le général de Gaulle avec Debray, voici un texte, c'est à prendre ou à laisser, oui ou non? Non, c'est au peuple lui-même de devenir l'acteur de son histoire, en étant convoqué dans une assemblée constituante où c'est lui qui décide de quelle manière il compte réorganiser la vie publique et collective. Le second point, c'est évidemment le partage des richesses. Et là aussi, nous devons être précis. Il faut dire qu'il y en a assez de ce grand transvasement qui s'est fait sous toutes les formes possibles des poches et de l'énergie du travail vers le capital. Presque 10 points de la richesse de la patrie a été de cette manière transférée des uns aux autres. C'est cela qui est à l'ordre du jour. Reprendre cette part qui revient au droit du travail et de ceux qui produisent et qui produiront les nouvelles richesses, car nous ne pourrons plus continuer à produire comme on produisait autrefois, ni avoir les mêmes appétits, ni les mêmes goûts, car nous allons tout détruire, la planète, si nous continuons comme ça. La planification écologique doit changer non seulement les process de production, mais également, réfléchissez-y bien en regardant ce que vous venez déjà de manger dans votre assiette pour le pique-nique, nos modes de consommation. Une bonne partie de la révolution citoyenne va commencer dans vos assiettes, parce qu'il va falloir changer la manière de consommer. Et c'est pourquoi ce sont des choses qu'il faut organiser avec précision. Mais nous, qui sommes le grand nombre et le peuple, nous savons que nous en sommes capables, parce que d'un bout à l'autre de la chaîne, que ce soit dans la production ou dans la consommation, c'est nous. La conscience politique est nécessaire aussi pour savoir bien manger. Mes amis, les autres tâches aussi sont compliquées. Il va falloir sortir des traités européens. Et il faut que vous en ayez la possibilité. Mais sortir des traités européens, c'est une formule qui ne dit pas tout. Nous sommes la France, nous sommes un très grand pays. On ne peut pas faire l'Europe sans nous. Dès lors, notre responsabilité n'est pas seulement de nous protéger nous-mêmes contre les traités européens, mais de le faire en accord et en harmonie avec les autres peuples d'Europe, ce qui est compliqué à organiser. Il ne suffit pas de venir, soit comme les partis de gouvernement, paraît-il, qui n'ont aucune espèce de programme autre que celui que la Commission européenne a écrit pour eux, qu'ils s'appellent socialistes ou qu'ils s'appellent républicains ou ce que vous voulez, leur programme c'est celui de la Commission européenne et ils ne feront pas 1 centimètre à côté. Mais si vous ne voulez pas de ça, on ne peut pas non plus vouloir de cette sortie des traités par le nationalisme, la xénophobie, la détestation des autres. Nous sommes le parti de la paix. Mais nous, les internationalistes, qui n'avons jamais accepté
qu'une construction européenne puisse être autre chose qu'un instrument pour rapprocher les peuples. C'est nous les premiers dans l'histoire, derrière Victor Hugo et les autres, qui voulions cette Europe pour que cessent les guerres. Et celle que nous avons créée est en train de provoquer des guerres. On voit bien que c'est une tâche historique immense qui ne se laissera pas enfermer dans 2-3 slogans. Mais il y faut la volonté ferme d'avancer et de savoir de quel côté on veut aller. Ce qui change dans ma manière de voir par rapport à bien d'autres, y compris dans notre famille, c'est que je considère que la nation est un point d'appui pour culbuter les obstacles qui se présentent en face de nous. Parce que nous ne sommes pas une nation fondée sur l'ethnie, sur la race ou que sais-je encore, la religion, mais sur un pacte politique que nous pouvons partager avec la terre entière. Liberté, égalité, fraternité, c'est comme la pénicilline, c'est valable pour tout le monde et pas seulement pour ceux qui l'ont inventée. Cette sortie des traités européens nécessite que vous reconquériez en vous-même une confiance du fait que ce pays vous appartient tous autant que vous êtes, quelle que soit votre religion, que vous soyez homme ou femme, dès lors que vous acceptez d'être le parti humaniste, celui qui ouvre les mains, qui ouvre les bras aux autres et non pas qui se complaît dans la haine, le rejet, la suspicion. Bref, vous m'avez compris. Donc pour ça, il faut que vous récupériez l'idée de la France qui correspond à celle que vos pères et vos mères ont défendue parfois les armes à la main. Et dans ces conditions, je suis le candidat d'un nouvel indépendantisme français dont l'objectif est la paix et le refus de la soumission à l'OTAN, aux États-Unis d'Amérique ou à quelque coalition de cette nature. Voilà. Maintenant que tout ça est posé, alors il nous faut reconquérir cette partie de notre programme qui est la plus importante. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains, tous. Vus de loin dans l'espace, on ne nous voit pas, on voit juste notre unique écosystème. Mais nous sommes des êtres humains. Par conséquent, ce que nous avons à faire comme clé, comme solution aux problèmes que nous rencontrons, ce n'est ni de la technique, ni des petits calculs, c'est de nous élever nous-mêmes, d'avoir une politique de progrès humain, c'est-à-dire faire du sport quand on peut, s'éduquer, tout le monde le peut, apprendre la culture, la science, les arts, c'est cela qu'une politique doit développer. Nous ne pouvons pas avoir pour unique objectif dans la vie, quel que soit notre poste de travail, que nous soyons dans un théâtre, dans une télévision publique, dans une école, dans un lycée. Quel est votre programme? On vous dira, il faut faire des économies. Mais ce n'est pas une ligne, faire des économies. Si vous voulez faire des économies, arrêtez toutes les dépenses et essayez de vivre sans les écoles, essayez de vivre sans les hôpitaux, essayez de vivre sans la lumière, essayez de vivre sans l'eau, essayez de vivre sans la santé, essayez de vivre sans musique, sans poésie. On ne le peut pas. C'est nous, le parti des gens raisonnables. C'est eux qui ne savent plus où ils vont. Et puis, il y a les nouvelles frontières de l'humanité. Vous autres, vous avez de la chance. Parce que la patrie républicaine des Français, grâce au combat du passé, a élevé le niveau d'éducation de notre peuple, n'en déplaise à ceux qui crachent sur l'école sans arrêt pour mieux la disqualifier. Le niveau s'est élevé considérablement. Imaginez-vous ce que c'est que de diriger un gouvernement dans tel ou tel pays où vous pouvez faire le plan que vous voulez, il n'y a personne pour le mettre en œuvre. Il n'y a pas les gens qui ont l'éducation, le niveau, la compétition, la capacité, les compétences, la qualification pour faire les choses comme le sont les techniciens, les ouvriers hautement qualifiés du peuple français. Nous pouvons tout faire. Ce que nous décidons, il existe des gens pour le faire dans ce pays. Et il y en a des milliers qui regorgent d'idées et qui se morfondent de tenir les murs au lieu de faire avancer tout ce qui nous ferait tous progresser en même temps. Voilà la vérité profonde de notre peuple. Alors, nous autres, nous allons appeler tout le monde à venir à la rescousse pour se porter aux frontières, les nouvelles frontières de l'humanité. Eh bien, c'est-à-dire la maîtrise des mers et des océans, espaces immenses, mais aussi la maîtrise de l'espace, la maîtrise des mondes virtuels qui se présentent devant nous et qui sont une opportunité extraordinaire aussi de développement de l'esprit. Bien sûr, tout progrès n'est pas bon par lui-même,
Mais le progrès en tant que tel ne peut pas être condamné dès lors que c'est un progrès humain et que c'est un progrès basé sur la raison et la réflexion et l'amour, la compréhension de la nécessité pour les autres. Vous voyez? Mais de quoi il parle? Et le Burkini? Merci. Bon, alors je vous ai dit, rendez-vous, la Convention programme, parce que pour nous, c'est décisif. Une fois qu'on aura le texte, qu'on l'aura adopté, on va faire une convention qui sera une assemblée représentative. Donc, est candidat à la présidentielle et non pas à la primaire. Est-ce que c'est celui qui est capable de rassembler toute la gauche? Non, il ne rassemblera pas toute la gauche, mais il ne prétend pas rassembler toute la gauche, Jean-Luc Mélenchon, pour une raison très simple. Jean-Luc Mélenchon est dans la situation d'un homme qui, de son point de vue, a eu raison de dire, c'était des mots absolument terribles qu'il avait eu contre François Hollande pendant la campagne de 2012, vous vous rappelez, que le capitaine de pédalo, il n'y arriverait pas, c'était impossible, il y aurait de la trahison, forcément. Jean-Luc Mélenchon est un homme de gauche qui jadis, il y a longtemps, qui s'en souvient, était au Parti Socialiste et ministre de Lionel Jospin, qui a rompu avec le Parti Socialiste parce qu'il pensait que la social-démocratie, je prends ces termes, inéluctablement trahirait son idéal. Il regarde le quinquennat de François Hollande, il se dit, il a eu raison. Donc il n'a rien à faire, a priori, avec l'appareil rémanent, avec le pouvoir rémanent du Parti Socialiste. Donc il y va pour les battre au premier tour. Quel est le problème de Jean-Luc Mélenchon? Il y en a deux. La dernière fois, en 2012, il était à la tête d'une alliance avec le Parti communiste qui se reconstituait, qui avait besoin de sa figure charismatique. Il était très populaire, hein, Jean-Luc Mélenchon, il y a 5 ans. C'était l'effet de mode, on se demandait s'il n'allait pas faire le 3e homme de la présidentielle. Puis après, c'était terminé de manière beaucoup plus compliquée. Mais à l'époque, le PC, ses forces militantes sont passées, avaient besoin de Mélenchon. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Il y va, mais tout seul. Pas sûr qu'il ait ses signatures pour être candidat à la présidentielle. Deuxième problème, et je me replace dans les mots de Jean-Luc Mélenchon et dans sa manière de voir les choses, est-ce que la social-démocratie, est-ce que le Parti Socialiste, une nouvelle fois, va ruser avec lui? Il y a 5 ans, la présence de Arnaud Montebourg, homme qui tenait un discours de gauche, très anti-mondialisation, comme lui, aux côtés de François Hollande, avait attiré des électeurs. Là, il y a Arnaud Montebourg qui se porte bien dans les sondages de la primaire des socialistes. Est-ce que ça peut diverger des gens? En gros, est-ce que la rue social-démocrate empêchera une nouvelle fois cet homme, en chemise blanche décidément, que nous allons entendre, d'y arriver? Voilà, on voit justement Jean-Luc Mélenchon qui arrive donc sous les applaudissements de ses militants. Jean-Luc Mélenchon qui va prononcer son premier discours de rentrée, discours très attendu. Et j'ai mis la veste la Goyavera, c'est la veste des Caraïbes françaises et espagnoles, bien sûr, hispanisantes. Bon, mes amis, je ne sais pas ce qui se passe ici. Vous lisez pas le journal de Bernard? Il paraît que je suis seul. Mais c'est toujours pareil, à la fin. Alors vous pouvez être 120 000 à me soutenir, vous pouvez être 1300 comités d'appui, tout ça, je suis seul. Moi, je vais vous dire une chose. Seul, je le suis comme chaque être humain devant sa conscience et devant son miroir. Et je n'ai pas peur d'être seul. Et même, je vais vous dire que des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais moi, ça m'est égal. Mais rappelez-vous de ça. Chaque fois que vous en entendez un dire que je suis seul, c'est vous qui le méprise. Parce que c'est vous qui êtes là. Et vous n'êtes pas mes groupies. Vous n'êtes pas mes supporters. Vous êtes des citoyennes et des citoyens conscients qui font un choix en confiant à quelqu'un le soin de porter leur parole et leur programme. Alors, puisque nous voici tous là, je vous dois des nouvelles de notre mouvement. Bon, déjà, j'ai quand même lu le journal d'Arnaud. Je fais comme toujours. Je parle de Bernard Arnault. Hein. N'allez pas vous tromper. Hein. Le maire. Eh bien, on dit merci patron, non? Voilà. Bon, je vois que tout le monde a vu le film de François Ruffin. Et honnêtement, le Bernard Arnault, il est pas malin. Parce qu'il s'est fait bien rouler par l'équipe de Ruffin, mais là, il vient aussi de se faire rouler par son sondeur, parce que le gars, il lui a dit, écoutez, pas de problème, vous êtes tranquille avec Mélenchon, parce que
6 Français sur 10 n'ont pas une bonne opinion de lui. Alors il est tout content. Il se dit, ah ben nous les riches, on est tranquilles. Nous les 9 milliardaires qui possédons 90% de la presse française, nous sommes tranquilles. Caramba, il y en a 40% qui me trouvent sympathique. Ils ne l'ont pas dit. Et là où ça s'aggrave, c'est qu'il y en a 58% à gauche qui ont une bonne opinion de moi et qui me préfèrent à François Hollande. Mais bon, ça, c'était pas le plus difficile pour cette fois-ci. Bon, après ces plaisanteries, bon, quand même, c'est un meeting et c'est un pique-nique, donc on a le droit aussi de sourire et il le faut parce qu'on a passé un drôle d'été. Mais, mes amis, tout de suite, je veux vous donner les rendez-vous suivants. Après celui-ci, il y en aura d'autres, des rendez-vous médiatiques, des réunions publiques, des déambulations, que sais-je, toutes ces activités par lesquelles nous tâchons de capter l'attention de nos concitoyens pour apporter des éléments pour qu'ils réfléchissent, et avec le but qui est celui de notre campagne, qui n'est pas seulement, bien sûr, de recueillir des participations, de l'implication et des votes, pour finir, des votes raisonnés, des votes conscients, des votes éduqués. Notre but dans cette campagne, quel qu'en soit le résultat, et moi je pense qu'il peut être réellement hors du commun, est d'élever le niveau de compréhension de la masse de notre peuple, du fait qu'il peut s'élever en compréhension des problèmes et des solutions à faire avancer. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là pour hypnotiser les gens, les abrutir, les ahurir, les fasciner. Non, ouvrir les esprits. Notre premier rendez-vous collectif, c'est celui qui va se tenir avec la convention du programme qui aura lieu à la mi-octobre à Lille. C'est pourquoi aujourd'hui je n'évoquerai que quelques points du programme. Car le programme, je n'ai pas l'intention, et je n'ai jamais eu l'intention, moi, de le sortir de ma poche et de dire voici les pensées géniales auxquelles je suis parvenu. Il y en a quelques-unes qui sont de moi, en effet. Eh bien, j'ai pas que des défauts quand même. Bon, mais c'est un travail extrêmement collectif et c'est pour ça qu'il a fallu commencer de loin. Nous avons commencé en mars. Nous avons posé sur la table un document. On ne fait pas, nous, des questionnaires à choix multiples. On a posé un document. C'est le programme L'Humain d'abord. Il a déjà fait 4 millions de voix. La dernière fois, nous ne sommes pas des animaux. Nous n'avons pas suivi un bon berger. Nous avons voté sur des propositions. Elles ont recueilli 4 millions de voix. Et vous savez bien que derrière ce programme, qui a été porté par tant de gens, il y a pas seulement une addition de mesures, il y a une vision du monde, une pensée sur notre époque et sur les grandes ruptures qu'il faut opérer si nous voulons sauver la civilisation humaine. Toutes ces questions que j'ai essayé d'évoquer et de traiter de la manière la plus simple qui soit, car ce n'est pas toujours facile pour un intellectuel de se rendre compréhensible, je vous le dis. Et c'est à l'intellectuel qu'il faut faire des reproches et pas au lecteur. Eh bien, ce document, qui s'appelle L'ère du peuple, vous permet, si vous voulez comprendre de quelle façon, pour ma part et avec beaucoup d'entre vous, je pense le futur éco-humaniste. Alors, le voici, vous l'avez en main. Mais vous avez le programme L'Humain d'abord. Nous avons recueilli plus de 2000 contributions. Puis, sous l'autorité de l'économiste Jacques Généreux et de la juriste Charlotte Girard, nous avons fait un ensemble d'auditions de gens qui sont dans leur branche considérés comme les plus compétents, ou bien souvent proches de nos idées, et parfois éloignés. Leur participation n'a pas voulu dire qu'ils adhéraient à notre projet politique, mais ils nous ont aidés à réfléchir. Ensuite, nous aurons des universités populaires qui vont populariser tous les aspects du programme, parce que c'est compliqué souvent à comprendre. Les gens qui parlent entre eux, on ne comprend rien à ce qu'ils disent, et on ne comprend pas comment ils pensent organiser l'économie, le rapport des êtres humains à la nature, comment ils pensent les questions essentielles et comment ils y répondent concrètement. Car naturellement, c'est de cela dont il est question. Il ne s'agit pas, parce que nous voulons être concrets, de rabaisser nos ambitions, mais le contraire, parce que nous voulons être concrets pour élever ce niveau d'ambition. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre ce que nous avons entrepris. Le début du programme Stalingrad,
Les campagnes sont de plus en plus réservées à ceux qui arrivent à collecter des moyens financiers considérables, à la condition qu'ils soient remboursés ensuite dans le plafond des remboursements. Nous avons cette étape à franchir. Pas le nombre de parrainages, pas d'argent. Eh bien, de l'argent, nous en trouverons, le nôtre. Plus ce sera le nôtre, moins les banquiers auront prise sur nous. Nous continuerons à être libres du premier au dernier jour. Personne ne nous tirera des ficelles dans le dos. Voilà pourquoi, premièrement, je vous demande d'aller voir vos maires et ceux qui peuvent signer. Et deuxièmement, si vous le pouvez, souscrivez, je vous prie, s'il vous plaît, à la participation que nous appelons individuelle avec des versements mensuels, fût-ce à 1 euro, mais qui nous permettent de faire face. Mes amis, bon, réfléchissez à ce que ce serait sinon. C'est pas un jeu tout ça. C'est pas un PMU. C'est pas une petite cavalcade entre gens bien nés. Vous imaginez une élection présidentielle où vous ne pouvez pas aller mettre un bulletin de vote où vous dites « Ah bah, la 5e République, vive la 6e décidée par le peuple », parce que si je n'y suis pas, il n'y en a pas un seul qui veut abroger la 5e République et donner le pouvoir au peuple de décider ce que sera la 6e. Pas un. Pas un, même parmi ceux qui évoquent la 6e République. Oui ou non à une assemblée constituante. Ici, c'est oui. Et si vous voulez voter, il faut que vous ayez votre candidat pour ça. Vous imaginez une campagne, vous savez ce que c'est cette campagne. Vous allez désigner un président qui va ensuite aller négocier le prochain traité européen. Parce qu'en 2017, vous avez un traité européen qui se prépare. Parce qu'en 2017, on va voter sur la question du TAFTA, l'accord de libre-échange avec les États-Unis d'Amérique. Eh bien, si je n'y suis pas, qui est-ce qui va porter la voix à la nôtre, comme je vous le disais tout à l'heure, de l'internationalisme, de la fraternité des peuples, contre ce monde de marchands qui veut tout transformer en argent. L'argent, les privilèges de l'argent, qui sont la cause de tous nos maux. Ah là là, que Toulouse est belle. Hier, on s'est promené. Bon, c'était à l'heure de la lumière éclatante. Ça fracassait sur les murs et ça ruisselait. Et puis, après, quand le soir tombe, je ne sais pas comment c'est possible, cette chose. La lumière va et elle est rasante sur les murs. Et elle crée une espèce d'ambiance de volupté dans la lumière. Vous savez ce que je suis en train de décrire, hein? Et elle donne un appétit de vivre qui est extraordinaire. Comme ce monde pourrait être beau, non? Pourquoi on se le pourrit comme ça? Pourquoi on se le pourrit comme ça? Pourquoi on se le pourrit comme ça? Quel été on a passé? D'abord l'été des assassins. Alors tous les autres, ils ont tourné la page. Pas nous. La blessure, elle est encore en nous. Moi, je continue à consoler des plus jeunes qui ont encore peur à cette heure et qui sont encore meurtris, même s'ils n'ont pas de famille qui a été blessée dans cette affaire ou assassinée. Non, ne tournez pas la page comme ça. Ne passez pas d'un sujet à l'autre, que ce soit ces pauvres gens qui sont morts à Nice, ou ce pauvre curé dans son église, avec ses croyants, qui n'embêtaient personne, qui ne faisaient rien d'autre que de se dire des choses qui leur conviennent et qui aident à vivre. Non, ces morts, il ne faut pas les oublier. Mais il faut les respecter. C'est une honte qu'on ait trié entre eux pour montrer du doigt ceux qui étaient musulmans. C'est une honte qu'on ait osé récupérer de cette façon l'ambiance abominable des lendemains de meurtre pour le transformer dans cette farce sans nom du Burkini, qui est une honte pour notre pays et pour nous-mêmes. Alors, ils sont tellement bêtes qu'ils ont même réussi à rendre solidaires jusqu'à des féministes qui désapprouvent absolument toutes ces tenues, jusqu'à des militants qui n'auraient jamais pensé un seul jour qu'ils défendraient une tenue religieuse, ils ont réussi à les rendre solidaires, tellement leur bêtise est grande, leur violence est insupportable. Et comment ce spectacle était incroyable de voir cette femme obligée de se déshabiller entre 4 gardiens des bonnes mœurs, vue par ces messieurs les petits tyrannos des plages. Ah là 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 là. Écoutez, tout l'été, le Burkini. Et là encore maintenant, pour terminer, le Conseil d'État a pris une décision. Eh bien moi, je suis content qu'il ait pris cette décision. Ça va, ya basta. C'est pas la peine d'aller remettre
Pourquoi je suis content? Pas parce que j'approuve telle ou telle tenue de bain, vous connaissez mes convictions dans le domaine. Et ce n'est pas que les miennes. Comme moi, des milliers, des millions de gens, non seulement ceux à qui on dit sans arrêt il faut respecter toutes les religions, bien sûr que nous les respectons. Quand y avons-nous à tenter, un seul d'entre nous? Mais nous sommes le grand nombre, nous avons le droit d'être des indifférents à la religion, ou bien d'être athées, ou bien d'être agnostiques, ou bien d'être croyants en silence, devant sa conscience. Alors respectez-nous, nous aussi. Respectez notre droit à l'indifférence. Respectez notre droit au silence. Je dis non seulement nous, mais aussi les croyants qui sont comme nous, quelle que soit leur religion, qui n'éprouvent aucun besoin d'afficher pour quelles raisons ils croient en Dieu et de quelle manière ils le font. C'est leur affaire. La République garantit avant toute chose, et avant même la laïcité qui n'en est qu'un moyen d'exécution qui n'a rien à voir avec les plages, avant même la laïcité, il y a une vertu fondamentale, celle que nous tirons de notre histoire, c'est la liberté de conscience. C'est la liberté de conscience qui nous institue comme êtres humains. Repousser les dominations qui pèsent sur notre esprit, que ce soit celles que l'on essaye de nous imposer par l'arrangement social ou par les préjugés religieux ou autres, sexistes. La liberté de conscience est celle qui nous permet, quand on dit « je », de savoir de quoi on parle et d'où on parle. Pas seulement en tant que prolongateur de la tradition, pas seulement en tant que reproducteur des anciennes croyances, mais en tant que producteur du futur, inventeur de notre propre vie, maître de nous-mêmes. Voilà ce que veut dire la liberté de conscience. Et d'où croyez-vous qu'elle soit venue dans notre pays? Bien sûr, de ceux qui y avaient réfléchi. Et depuis le XVIe siècle, quand commence ce qu'on appelle le mouvement des libertins, qui n'avait rien à voir avec les mœurs, ou quelques-uns, oui. Mais les autres, surtout, avaient bien compris, suivant la formule indépassable, que tout pouvoir politique qui se réclamait d'une religion est une imposture. C'est du XVIe siècle, ça. Et déjà, vous devez vous souvenir que Montaigne est la Boétie, mais là, c'est la Boétie qui n'est pas si éloignée de nous, là-bas à Bordeaux, écrit le livre de la servitude volontaire et décrit les mécanismes par lesquels nous consentons à l'ordre injuste et nous montre comment nous pouvons les briser par notre propre réflexion, et seulement par cela. Alors c'est une vieille histoire que celle des idées et de l'idée de la liberté, et c'est nous qui en sommes les dépositaires. Cramponnez-vous les gens, n'abandonnez pas ce difficile chemin de crête que nous avons à tenir. Garantir la liberté de conscience, dès qu'il s'agit de la foi et de la religion, ça devient très compliqué. On ne manie pas ça à coups de fouet, ni à coups de pied. Il faut convaincre, il faut parler, il faut se comprendre, il faut que la force de la tolérance, de la compréhension, de l'ouverture d'esprit l'emporte sur tous les enfermements. C'est une victoire de l'esprit contre l'ombre, de la lumière contre la nuit. C'est un travail délicat que ces brutes ont transformé à coups d'arrêté local en une bataille de sauvages qui blesse et qui humilie. Mais ce n'est pas ça, défendre la liberté de conscience. Ça n'est pas humilier les autres. Alors, écoutez-moi, nous sommes le parti des gentils, nous sommes le parti des pacifiques, nous sommes le parti des humanistes. Voici ce que nous avons à dire à ceux qui prétendent recommencer les guerres de religion. Oui, je dis recommencer des guerres de religion, ils savent ce qu'ils font. Il y a un arrêté du Conseil d'État, il y en a qui prétendent ne pas l'appliquer, alors ils ne se soumettent plus à la loi, ceux-là, c'est fanatique. Comment peuvent-ils alors aux autres reprocher aux autres de ne pas le faire? Il y aurait donc une loi à géométrie variable. Tout le monde doit se soumettre à la loi, même quand on ne l'accepte pas et même quand on la combat. Parce que s'il n'y a plus la loi, alors c'est la liberté du plus fort contre le plus faible qui l'emporte. Il faut se soumettre à la loi pour la combattre. Mais il faut la respecter. Alors c'est pas tout, maintenant il paraît qu'ils veulent légiférer. Ah oui, vous voulez légiférer sur les habits maintenant, voilà. On peut comprendre, bien sûr, dans certains cas, il a fallu le faire. Mais enfin, où va-t-on? Vous allez faire une police du vêtement qui va aller dans les rues, mesurer la hauteur des jupes, si les chaussettes sont sur le jean ou sous le jean, et puis ensuite
comme vous avez l'air très préoccupé de poils, je ne sais pas pourquoi, vous irez mesurant les barbes pour savoir qui est un hipster et qui est un fondamentaliste. Comment vous allez faire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est insupportable. Ah, mais si vous voulez vous entraîner un peu à la police des mœurs et des vêtements, eh bien allez en Iran, parce qu'ils le font. Mais c'est pas ça qu'on voulait, non? C'est le contraire qu'on veut. On y arrivera par notre chemin. Et maintenant, je vais vous dire ce que je pense d'eux, vraiment. Oui? Ce sont des tartuffes. Des hypocrites. Des hypocrites. Ils défendent les droits de l'homme, mais quand M. Sarkozy a été rencontrer le roi Salman là-bas, le roi d'Arabie Saoudite au Maroc, il lui a dit, dites monsieur les droits de l'homme, vous allez arrêter de fouetter à mort ce type qui a écrit un blog qui ne vous plaisait pas. Non, il n'a pas demandé, d'ailleurs personne ne lui a demandé à lui s'il l'avait demandé. Et quand M. Hollande a privatisé un bout de la plage pour la donner au roi d'Arabie Saoudite, il lui a dit, dites donc, il ne faudra pas y aller en burkini, hein? Non, bien sûr que non. Hypocrite, hypocrite. Ils défendent les femmes. Quand le gouvernement français a-t-il dit au gouvernement israélien que nous ne supportons pas qu'un ministre là-bas refuse de serrer la main d'un des nôtres parce que c'est une femme? Quand est-ce que la protestation a été émise? Jamais. Vous défendez les droits des femmes qui, par leur déguisement, ne doivent pas être humiliées. Oui, oui, c'est vrai. Mais alors pourquoi François Hollande, votre conseillère, s'est-elle présentée devant le pape avec un petit grillage que l'on appelle une mantille pour être correcte et aimable et que ça passe très bien? Pourquoi l'a-t-elle fait? Parce qu'autrefois c'était obligatoire et qu'aujourd'hui c'est devenu un usage recommandé. Hypocrite! Vous prétendez mettre l'État à distance de la religion, mais tous les deux, Sarkozy et Hollande, vous avez accepté d'être chanoine de Latran, c'est-à-dire curé d'honneur du pape. Au nom de la République française. Hypocrite! Vous êtes là à vouloir séparer les religions de l'État, mais est-ce que vous n'avez pas signé les traités européens et notamment la Déclaration des droits fondamentaux à l'Europe qui affirme que la pratique du rite en public est une liberté fondamentale? Vous l'avez signé, et pourquoi alors est-ce que cette liberté fondamentale, ça ne marcherait que pour votre religion? Ah oui, hypocrite! Hypocrite! Avec votre drapeau européen où vous faites tous comme s'il y a 12 étoiles parce qu'il y aurait eu 12 États, c'est pas vrai. Quand on l'a adopté, il y avait que 6 pays. Le drapeau, du point de vue de celui qui l'a dessiné, ce sont les 12 étoiles de la Vierge Marie. Et vous mettez ça dans toutes vos mairies et aux bâtiments, tous les bâtiments publics de la République française, une et indivisible, qui est une république laïque. Vous êtes des hypocrites. Nous ne sommes pas dupes. Nous sommes le parti des gens qui refusent de se faire embrigader par les fanatiques. Alors si aujourd'hui les fanatiques en ont après les musulmans, nous vous disons que nous n'avons pas envie de nous fâcher avec les musulmans parce que les musulmans sont les Français qui croient à une religion et d'autres ont d'autres religions et nous voulons vivre ensemble. Hypocrite! Quand il y a eu le Paris-Plage, qui, à part Daniel Simonet du parti de gauche, a dit que les ciments Lafargue étaient les sponsors de ce Paris-Plage et que ces ciments Lafargue, groupe mondial numéro 1 du ciment, ont traité avec Daesh pendant toute la période où il se trouvait en Syrie, et c'est le journal Le Monde qui nous l'a annoncé, et non pas je ne sais quelle officine. Voilà. Voilà la honte. Hypocrite. Quand le pape... Attention, celui-là, il est plutôt avec nous. Quand le pape est venu au Parlement de Strasbourg, où étaient tous ces grands laïcs, je vous prie? Comment se fait-il que j'ai été le seul parlementaire français à dire au pape:
Vous êtes le bienvenu à la cathédrale de Strasbourg. Et les Français sont contents de vous voir, et notamment vos fidèles. Mais vous n'avez rien à faire dans une enceinte parlementaire, car ce n'est pas le lieu d'un prêche. Je l'ai dit, avec tout le respect dont est capable un homme comme moi, dont les parents sont morts dans la foi chrétienne. Je le dis avec respect en pensant à quelqu'un qui avait eu des paroles, pour une fois, tellement proches de nous, qu'on a même fini nous-mêmes par se dire, tiens, pour une fois, ils ont élu un chrétien. Oui, mais j'étais seul. Alors demain, quand il faudra s'opposer à la présence d'un autre religieux, eh bien moi, j'aurai pour moi la continuité et la fidélité à la parole que je vous donne. Maintenant, voici ce que moi, je ferai en votre nom. Si vous m'élisez, premièrement, il n'y aura aucun financement public d'une quelconque manière du moindre édifice religieux à construire. J'ai réfléchi. Le philosophe Henri Peña-Ruiz m'a complètement convaincu. C'est une vision abominable du rapport à la religion que de se dire qui paye commande. Et ce n'est pas à l'État, moyennant ses subsides, de dire à quoi l'on doit croire ou ne pas croire et comment il faut se vêtir ou non. Pas de financement public des cultes. Abrogation du concordat en Alsace-Moselle et des régimes spéciaux outre-mer. Je refuserai d'être chanoine de Latran. J'interdirai aux hauts fonctionnaires, préfets et membres de toutes les administrations de la République, ainsi qu'à tous les ministres, de participer sous une forme ou sous une autre à quelque exercice religieux que ce soit. Sauf pour les enterrements, si telle est la volonté, la dernière du défunt. Et je refuserai que notre gouvernement rencontre d'État à État ceux qui obligeraient les ministres femmes de nos gouvernements à s'accoutrer d'une manière contraire à la dignité républicaine. Vous savez, les amis, on a eu chaud, hein, parce qu'on a eu chaud de toutes les manières possibles, mais quand même, les provocations ont été loin cet été. Hein. C'est facile de déclencher des guerres de religion, c'est très difficile de les arrêter. Nous autres, les Français, nous le savons. Je dis nous autres, mes ancêtres n'y étaient pas. Mais je m'approprie cette histoire et c'est pour ça que je l'ai en commun avec vous. Mais 3 siècles de guerre de religion. Et ici, ils en savent quelque chose, hein, à Toulouse. En l'an 1000, ils applaudissaient le pape Urbain qui rentrait pour leur prêcher la première croisade. Bravo, vive la croisade! 2 siècles après, la croisade, c'était chez eux. Et c'était Simon de Montfort et les autres qui venaient écrabouiller le catharisme avec une logique qui était assez simple du mouvement que nous sommes en train de créer, qui est très divers, qui est très nouveau. Hein. N'en parlez pas trop parce que sinon ils vont s'en rendre compte et ils vont venir nous casser les pieds et créer des histoires. Tout va bien. Ça se développe, ça se répand, les camarades font bien le travail. Bon, ce sera une assemblée représentative et on va pas trop s'encombrer de formalisme. On va tirer au sort des gens pour en être membres, du moment qu'il y ait autant d'hommes que de femmes, évidemment. Ensuite, nous allons y réunir des syndicalistes, des lanceurs d'alerte qui accepteraient d'être dans cette assemblée représentative, des militants politiques, parce qu'attention, moi j'ai dit qu'on était hors cadre de parti, mais j'ai pas dit que j'étais contre les partis, moi. J'ai jamais dit ça. J'ai beaucoup de critiques à faire, mais moi j'ai été membre d'un parti toute ma vie. Je sais que tout ça doit... On n'est pas contre les partis, on est hors cadre de parti. Nous créons un mouvement, ben c'est autre chose qu'un parti. Et nous ne demandons à personne de prendre de carte. Et nous ne demandons à personne, d'abord, nous demandons à personne d'être mélenchoniste, parce que moi, je ne le suis pas. Eh bien non, moi, je suis écolo, je suis républicain, et pas mal socialiste, au sens du socialisme, hein, pas le machin de la fabrique, là. Non, allez, n'applaudissez pas ça, parce que, comme ils vont commencer la tournée d'adieu à Colomiers dès demain, bon... derrière le corbillard, le silence. Hein, c'est normal. Bon, n'empêche qu'on doit quand même, quand on fait notre travail, c'est compliqué. Hein.
D'abord, on s'est tapé 3 mois pendant lesquels des gens se sont agités pour la primaire de toute la gauche, personne ne comprenait rien. Moi, j'ai vite compris. Hein. La primaire de toute la gauche, il n'en est pas question. Parce que qui c'est qu'est de gauche, on ne me l'a pas encore dit. Ou plus exactement, quand on me le dit, je ne suis pas d'accord. Bon. Alors, ils se sont disputés entre eux, et à la fin, comme prévu, il ne s'est rien passé. Ils ont perdu 4 mois, pas nous. Nous, on a travaillé pendant ce temps-là. Intellectuellement, matériellement et de manière militante. À quoi faire? À convaincre d'autres gens qu'il est possible d'y arriver. Parce que notre pire ennemi, c'est la résignation. Et c'est le doute sur le fait qu'on ne peut pas faire autrement. Vous le savez comme moi. On a bien travaillé. Alors, maintenant, nouveau sketch. On nous dit « Ah, mais il y a plein de candidats à gauche. » Ben, peut-être. Mais de quoi vous parlez? Il y a plein de candidats à la primaire, qui n'est pas celle de la gauche, mais du Parti socialiste. Pourquoi je dis c'est pas de la gauche? D'abord parce qu'ils ne sont pas de gauche, mais deuxièmement, parce que c'est pas juste. Les Verts aussi, ils font une primaire entre eux. Non, ça va être passionnant, ça aussi. Bon, eh ben, mais ça fait 2 primaires de la gauche. Et dans chaque primaire, il y a beaucoup de candidats. Et voilà qu'il écrit, il y en a trop. Ben, faites une primaire pour savoir qui peut aller à la primaire. Nous, pendant ce temps... Non, mais j'ai le droit quand même de plaisanter. Hein? Quand je vois la confusion qui est volontairement entretenue. Et pourquoi nous n'y allons pas à la primaire? Je vais vous le dire. Parce que nous sommes des gens loyaux, honnêtes, et que nous respectons nos propres actes. Nous ne sommes pas des consommateurs de politique qui passent d'un rayon à l'autre, suivant leur humeur. Si nous n'allons pas à la primaire, c'est parce que nous ne sommes pas d'accord pour en respecter le résultat s'il ne nous convient pas. C'est parce que si Hollande ou Valls la gagnent, jamais nous ne ferons campagne pour eux. Et je n'en nomme que 2. Et je n'en nomme que 2 pour ne pas créer d'embarras et, si possible, essayer de compromettre tous les autres parce que ça crée de l'ambiance entre eux. Mes amis, c'est par loyauté que nous n'allons pas. Je ne vais pas être candidat dans une élection dont je ne respecterai pas le résultat. Mais à la présidentielle, oui, je suis candidat. Et j'y serai jusqu'au bout. Mais, écoutez, vous savez comme moi, la conséquence, c'est que nous respecterons le résultat du vote du peuple français. Et nous n'avons jamais cessé de le faire. Même quand ceux qui gagnent ne nous conviennent pas, quand nous n'aimons pas les lois qui sont votées, nous nous y soumettons, parce que nous sommes des républicains. Donc nous prenons au sérieux nos actes, nous prenons au sérieux nos engagements. Et je vous dis, non seulement ceux qui sont candidats doivent avoir l'honnêteté de dire qu'ils en respecteront le résultat, c'est ce qu'a fait par exemple Arnaud Montebourg, et je pense que ça contribue à la clarification, il en respectera le résultat, mais vous autres, c'est pareil. Respectez votre propre dignité. Si vous votez là-dedans, alors vous devrez respecter le résultat. Et naturellement, vous n'irez pas voter là-dedans. Vous vous battrez en expliquant pourquoi tout ça est une mystification. Et si vous ne l'avez pas bien compris, je vous recommande ce livre qu'a écrit mon porte-parole, qui s'appelle Alexis Corbière, et qui vous explique très bien ce que c'est que le piège des primaires. Alors, si vous avez un doute, je vous donne un rendez-vous, comme ça vous allez bien comprendre que je suis candidat. Et vous avez le temps pour vous préparer, parce que vous allez comprendre que c'est un beau défi. Donc, je vous donne rendez-vous le 18 mars prochain à la Bastille. Bon. Je parle, et j'allais oublier de dire merci. D'abord à vous tous qui avez fait le déplacement, parce que je sais que certains sont venus des alentours, et même d'un peu plus loin. Et puis, ouais, les camarades, il y a des amis qui n'ont pas pu venir, qui auraient pu venir, mais ça représentait soit une dépense trop grande pour eux, et j'en ai le cœur brisé, soit quelque inconvénient, ou difficulté de santé ou de famille, et je veux qu'ils sachent que l'on pense à eux, et qu'à cet instant, nous nous sentons forts de toute leur présence. Évidemment, je dis merci aux bénévoles et aux professionnels qui ont permis que toute cette belle assemblée puisse se tenir aujourd'hui devant nous. Et puis j'ai encore un remerciement qui va un peu vous surprendre. Je vais aussi remercier la municipalité de Toulouse. Attendez, ça c'est la République. Il n'est pas de notre bord et je ne suis pas de son bord et je ne suis pas prêt à lui faire des fleurs, ni lui non plus. Mais nous vivons en commun dans une démocratie que nous essayons de faire vivre.
Et la démocratie aussi, ça passe par le respect de ses adversaires. Moi, j'aurais aimé que d'autres, dans le passé, nous traitent aussi bien que nous avons été traités à l'occasion de ce rassemblement. Et mes amis, j'ai besoin que chacun y réfléchisse. La République ne vit pas sans républicains. Et vous savez que cette 5e République a inventé un mécanisme parmi d'autres pour aggraver son caractère monarchique. C'est que comme n'importe qui risquait de s'y présenter, paraît-il, le général de Gaulle fut contrarié de voir au premier tour de l'élection de 1965 Marcel Barbu, un entrepreneur, qui pleurait à la télévision. On en a donc déduit qu'il fallait empêcher les candidatures fantaisistes et on a inventé un filtre qui consiste à donner le pouvoir à des grands élus, parce que les autres apprennent au passage qu'ils sont des petits élus, des grands élus de parrainer les candidats. C'est un système absolument inique qui a été mis en place pour empêcher les candidatures folkloriques. J'attends de voir lequel vient me dire que je suis une candidature folklorique. Parce que je me présente devant vous, fort de votre estime, avec vous et des 4 millions de personnes qui ont voté avec nous en 2012. Et je trouve absolument injuste, brutal et violent que l'on nous conteste le droit d'avoir notre candidature dans la prochaine élection. Et je dénonce les appareils politiques qui verrouillent par la peur et les intimidations sur les petits élus, ceux qui veulent signer pour nous. Les 200 parrainages, la marche reste haute, mes amis. Je ne veux pas vous le cacher. Nous ne ferons pas les fiers à bras. Je ne vous raconte pas des histoires. C'est difficile. Et c'est de l'énergie militante, c'est du temps. Ce qui ne me fera jamais oublier ceux qui aujourd'hui, à l'heure où ils devraient être à nos côtés dans la fraternité, nous disputent leur soutien, alors que nous en aurions tant besoin. Mes amis, quand vous n'avez pas les parrainages, les banques ne vous prêtent pas. Et si vous n'avez pas l'argent, comme c'est difficile de mener une campagne de cette ampleur, il ne faut pas raconter d'histoire. La démocratie coûte de plus en plus cher dans ce pays. Vous allez pour aller faire du porte-à-porte, il y a des codes, vous ne pouvez pas entrer. Vous voulez distribuer des tracts, c'est à la grande surface, vous n'avez pas le droit d'entrer. Vous voulez faire un meeting sur une place, alors on vous la fait payer et on vous dit, en plus c'est l'état d'urgence. L'état d'urgence. Alors il faut fouiller les gens qui rentrent. Écoutez-moi, vous allez voir ce qui vous en a coûté. Il faut fouiller les gens qui rentrent. On dit on va le faire. Non, pas vous, une entreprise spécialisée. Et une fois qu'ils sont dedans, il faut qu'ils y restent. Il faut mettre 2 fois des barrières. Total de l'état d'urgence, 30 000 € de plus pour le meeting de